Et si les plus grands trésors de nos villes n'étaient pas dans des musées ou au sommet de gratte-ciel, mais juste là, sous nos pieds? C'est une bonne question. Imaginez un instant qu'un cours d'eau oublié, un fantôme enfoui sous des décennies de béton, puisse refaire surface et redevenir le cœur battant de tout un quartier. Ça fait rêver. C'est précisément la vision assez audacieuse, je dois dire, qu'on explore aujourd'hui. Notre analyse se base sur un document de wikiresidence.ca qui détaille une initiative citoyenne majeure à Montréal, le projet de réhabilitation du courant Sainte-Marie. Un projet fascinant. La mission qu'on se donne, c'est de comprendre comment un rêve un peu fou, celui de déterrer une rivière, peut se structurer en un projet urbain crédible, avec des impacts bien réels, écologiques, économiques, sociaux. On va creuser ça ensemble. C'est un excellent cas d'étude parce que ça incarne une tendance mondiale. On voit partout ce désir de renaturer les villes, de défaire un peu ce qui a été fait au XXe siècle. On a tout bétonné et là on veut faire marche arrière. Exactement. Mais ce n'est plus juste une question d'esthétique pour avoir un joli parc. C'est devenu une stratégie, disons, de survie urbaine pour faire face au changement climatique et surtout une quête pour une meilleure qualité de vie. D'accord, alors mettons la table. Le courant Sainte-Marie, j'avoue que le nom ne me disait rien avant de lire la source. C'est quoi exactement? C'est normal, parce qu'il est invisible depuis près d'un siècle. À l'origine, c'était un cours d'eau qui traversait l'est de Montréal, D'accord. mais avec l'industrialisation, il est devenu une sorte d'égout à ciel ouvert. Et on l'a finalement canalisé et enterré. La solution de l'époque, quoi. On cache le problème. Voilà. Et le projet, qui est porté par une association citoyenne, les Amis du courant Sainte-Marie, c'est littéralement de le ramener à la lumière du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient des citoyens, c'est ça. Ce n'est pas un projet de la mairie. C'est le point crucial. C'est une initiative grassroots, comme on dit. Ça vient du terrain, des gens qui habitent les quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que c'est juste de la nostalgie pour un Montréal d'autrefois? Ou il y a une raison plus profonde de vouloir faire ça en 2025? C'est là que la vision dépasse le simple aménagement paysager. Le document décrit le projet comme une stratégie de développement urbain. Ah, c'est plus qu'un parc donc. Beaucoup plus. C'est basé sur le concept d'éponge naturelle. L'idée, c'est qu'un cours d'eau à ciel ouvert, bordé de végétation, joue plusieurs rôles. D'abord, il combat les îlots de chaleur. Un enjeu majeur en été dans les villes. Absolument. Ces zones où le béton accumule une chaleur étouffante. Et ensuite, lors de pluies torrentielles qui sont de plus en plus fréquentes, On en voit chaque année. voilà, le cours d'eau absorbe le surplus d'eau, ça évite que les égouts débordent et que les sous-sols soient inondés. C'est de l'infrastructure verte. Une solution basée sur la nature pour des problèmes très très modernes en fait. C'est exactement ça. Pour nous aider à visualiser, la source fait des parallèles avec des projets assez connus mondialement. On parle de la High Line à New York et de la Bièvre à Paris. Est-ce que ce sont des comparaisons justes? Elles sont ambitieuses mais très pertinentes. La High Line, cette ancienne voie ferrée transformée en parc suspendu, a montré comment un projet de réhabilitation pouvait devenir une icône mondiale. Et un moteur économique incroyable pour son quartier. Oui, mais avec un bémol. Elle a aussi été critiquée pour avoir accéléré une gentrification massive. C'est une leçon à retenir. C'est vrai. Et la Bièvre à Paris? C'est différent. C'était une petite rivière polluée, enterrée. Sa réouverture a été un projet avant tout écologique, pour ramener la biodiversité en pleine ville. Le courant Sainte-Marie, lui, vise à combiner le meilleur des deux. L'impact iconique de la High Line et la mission écologique de la Bièvre. Voilà, l'impact économique, mais aussi le bien-être et l'écologie. On parle donc d'une transformation d'envergure. Est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça pourrait avoir en termes de fréquentation pour se faire une idée de l'échelle? Le document avance un chiffre qui donne le vertige. Ah oui? Une fois le projet mature, il pourrait attirer plus de 500 000 visiteurs par an. 500 000. Oui, en comptant les résidents du secteur et les touristes. Pour un quartier qui n'est pas, disons, sur la carte touristique principale de Montréal, c'est énorme. Ça changerait tout. Ça signifierait une refonte complète de la mobilité, une explosion de l'activité piétonne, cycliste. Complètement. Le long des nouvelles berges. Une vision aussi ambitieuse, 500 000 visiteurs, des comparaisons avec New York, ça me ramène tout de suite à une question très terre-à-terre. Qui paie la facture pour un rêve pareil? Ah, la question qui tue. Ça doit coûter une fortune. C'est la question, et le document l'aborde de front. L'estimation pour la première phase, qui comprend la démolition, l'excavation, l'aménagement, se situe entre 20 et 30 millions de dollars. Ouf!
20 à 30 millions pour une initiative qui vient de citoyens, ça paraît presque insurmontable. C'est un chiffre important, il ne faut pas le nier, hein. Comment on peut justifier une telle somme? Certains diront que c'est une dépense pour un parc de luxe alors qu'il y a d'autres besoins. C'est là que toute la logique du projet se révèle. Il n'est pas présenté comme une dépense, mais bien comme un investissement. Et la clé, c'est le modèle de financement. D'accord. La source est claire, ce n'est pas à la ville de tout payer. On parle d'une structure mixte. Mixte, c'est-à-dire public et privé. Oui, voilà. Une partie viendrait de subventions des 3 paliers de gouvernement qui ont des enveloppes dédiées aux infrastructures vertes. Une autre partie viendrait du secteur privé, du mécénat, d'entreprises qui voudraient associer leur nom à un projet emblématique, C'est un effort collectif donc. qui reflète la nature même du projet. D'accord, le fardeau est partagé. Mais même là, il faut un retour sur investissement. Quels sont les bénéfices économiques concrets qu'on peut espérer? C'est là qu'on voit que chaque dollar investi est pensé pour avoir un impact multiple. Le document liste plusieurs retombées directes. Premièrement, L'immobilier, j'imagine. exactement, une augmentation de la valeur immobilière de 5 à 10% pour les terrains adjacents. Ok. Et pour les emplois? On parle de la création de plus de 150 emplois locaux permanents. Et pas juste des emplois de construction, hein. Non, des emplois durables. Oui, dans les cafés, les commerces, les services récréatifs comme la location de kayak, tout ce qui s'installerait le long des berges. Ce qui amènerait une nouvelle vie de quartier. Et finalement, et c'est peut-être le plus stratégique, le projet transformerait des friches industrielles en un pool d'attractions pour des entreprises axées sur le développement durable ou le tourisme urbain. D'accord, je vois. Donc, si on connecte tous ces points, on voit la synergie. L'investissement de départ ne crée pas juste un parc, il génère une plus-value foncière, donc plus de revenus de taxes. Il crée des emplois durables, il attire de nouvelles entreprises. Et on ne chiffre même pas les économies en évitant les inondations ou les bénéfices sur la santé publique. Précisément, chaque dollar a un triple, voire un quadruple impact. Ce n'est plus une dépense, c'est un moteur économique. Le modèle économique semble bien ficelé, en tout cas sur le papier. Mais tout à l'heure, on a évoqué la Highline, et cette augmentation de la valeur immobilière me fait tiquer. Oui, Le risque, quand on embellit un quartier, c'est la gentrification. Est-ce qu'on ne risque pas, au final, de chasser les résidents à faible revenu qui ont justement porté ce projet? c'est le grand défi de ce type de projet urbain. C'est une préoccupation tout à fait légitime. Et est-ce que la source en parle? Elle ne l'aborde pas de front, mais elle donne des pistes. Le meilleur antidote à la gentrification, piloté par des promoteurs, c'est quand le projet est profondément ancré dans la communauté existante. C'est-à-dire? Comprends bien, le processus de création communautaire agirait comme une sorte de vaccin contre les effets pervers du succès. Exactement. C'est l'idée. Cette cohésion sociale, ce sentiment de fierté et d'appropriation collective, c'est le meilleur rempart. Le projet n'est pas quelque chose qu'on leur impose, c'est leur projet. L'objectif n'est pas seulement de construire un bel endroit, mais de renforcer le tissu social. Voilà. Et au-delà de ça, les bénéfices directs pour les habitants sont immenses. Le document cite des études sur l'impact des espaces bleus et verts sur la santé mentale. L'eau et la verdure. Oui, on parle d'une réduction mesurable du stress, de l'anxiété. Ce lieu ne serait pas juste un couloir de passage, il deviendrait un salon extérieur pour la communauté. Un endroit pour faire de l'exercice, pour des pique-niques, des petits festivals. Pour que les écoles du quartier fassent de l'éducation à l'environnement. Exactement. Et ça nous amène à une question d'équité, j'imagine. Absolument. C'est une question fondamentale d'équité urbaine. La source est très claire là-dessus, hein. Le projet répond à un besoin criant de nature accessible dans des quartiers qui sont décrits comme sous-desservis en parc. Donc ce n'est pas un projet de luxe, c'est presque un rattrapage. C'est une démarche de justice environnementale et sociale. Il s'agit d'offrir les mêmes atouts de santé et de qualité de vie, souvent concentrés dans les quartiers plus riches, à des populations qui en ont été historiquement privées. C'est un rééquilibrage. En résumé, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on est parti d'un cours d'eau enterré pour arriver à une vision complète pour réinventer tout un secteur de Montréal. C'est ça. C'est bien plus qu'un projet d'infrastructure, c'est une histoire de reconnexion entre la ville et sa propre nature, entre les habitants et leur environnement. Absolument. La grande idée à retenir, je pense, c'est le pouvoir de la synergie. On a un seul projet qui s'attaque simultanément à plusieurs problèmes. La résilience écologique, le développement économique et le bien-être social. Et l'un ne se fait pas au détriment de l'autre, les trois se renforcent mutuellement. C'est un modèle qui montre comment les communautés peuvent devenir les principaux acteurs de leur propre transformation. D'ailleurs, le document ne se termine pas sur une simple conclusion, il se termine sur un appel à l'action, n'est-ce pas? Oui,
Il invite les citoyens à proposer leurs propres idées pour améliorer la ville. Comme pour dire que cette énergie ne doit pas s'arrêter au courant Sainte-Marie. Une belle façon de conclure. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la réflexion. Si une communauté peut imaginer et structurer un projet pour déterrer une rivière cachée au cœur d'une métropole, Oui. quels autres atouts oubliés ou potentiels inexploités dorment en ce moment même dans nos propres milieux de vie? Quels trésors se cachent sous le béton de nos quartiers, attendant simplement qu'une vision citoyenne audacieuse vienne les révéler au grand jour?